Monsieur Mathias Otunga Osibadio, votre parcours dans l'administration gabonaise et en politique est aussi long que le chemin qui mène à Ayanabo dans le Haut-Ogooué, d'où vous venez. Inspecteur général des finances, vous faites vos études supérieures à l'université Omar Bongo ainsi qu'à l'université Mohamed V à Rabat au Maroc. Vous avez également fait une partie de votre formation à l'École nationale des douanes de Neuilly-sur-Seine en France. Par la suite, vous intégrez l'administration civile pour exercer la fonction d'inspecteur principal des douanes. À la douane gabonaise, justement, vous effectuez un bail entre octobre 1988 et février 1990. Cadre administratif et financier stagiaire chez Sekagadis en décembre 1986. Cadre à la banque BICIG de janvier à août 1987. Depuis octobre 2019, vous êtes le ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, avec plusieurs distinctions honorifiques. Commandeur dans l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre de l'Étoile équatoriale. Un ancien du Parti démocratique gabonais. C'est sous la bannière du PDG que vous avez siégé au Parlement à en devenir vice-président de la Commission des lois. Directeur de cabinet du ministre de l'économie de février 1990 à mars 1994. Plusieurs fois conseiller des patrons, directeur de cabinet adjoint du président de la République, ministre de la Défense nationale, ministre du budget, ministre des sports, du tourisme et des loisirs. Les caféiculteurs et les cacaoculteurs se souviennent peut-être encore de l'accompagnement que vous leur avez apporté lorsque vous étiez directeur général de la Caisse Stable, peut-être encore. Merci, face à vous avec Mathias Otunga Osibadio. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir. Bonsoir, Marielle. Bonsoir, Aimé Manix. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Madame. Monsieur le Ministre, quelle est la différence entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Décentralisation? La différence est nette et simple. Le ministère de l'Intérieur a pour mission de gérer l'ensemble de l'administration d'autorité. Le ministère de la Décentralisation a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques destinées à opérer un transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales que sont les mairies et les conseils départementaux. On aura l'occasion d'en parler en long et en large avec Marielle. Je vous donne le programme de ce numéro de Face à vous. En première partie, l'échange avec Marielle, les questions. On abordera en premier axe les réformes que vous avez apportées à ce très jeune ministère. Ensuite, on parlera des mécanismes de financement des collectivités. Après, en troisième et dernier axe, la cohésion et le développement des territoires, d'autres pans que vous avez aussi à gérer avec ces fonctions de ministre de la décentralisation. Vous êtes prêt, Monsieur le Ministre? Prêt. Marielle, vous êtes prête? Toujours prêt, Manix. C'est parti, face à vous. Monsieur le Ministre, quelles sont les réformes, disais-je, que vous avez apportées à ce très jeune ministère jusqu'à aujourd'hui? Alors, le ministère, effectivement, il est jeune. Et donc, comme toute première réforme, il fallait l'asseoir juridiquement en produisant le décret portant son organisation et son fonctionnement. Ce décret pris, nous avons donc préparé et fait adopter un certain nombre de textes qui rendent possible le transfert effectif des services, avec en prime une loi sur le transfert de compétences, sur les modalités de transfert de compétences. Cette loi définit la manière par laquelle les services ont été transférés aux collectivités locales, définit les ressources humaines qui viendront effectivement gérer ces services, définit les modes de financement du fonctionnement de ces services. Et avec la loi, nous avons adopté un certain nombre de textes d'appui qui rendent possible l'organisation des structures qui sont prévues par cette loi, notamment la Commission nationale de décentralisation présidée par Madame le Premier ministre, le comité technique présidé par le ministre chargé de la décentralisation et les comités provinciaux, les commissions provinciales qui, sous la présidence du gouverneur de province, étudieront à la base les services qui vont être soumis à transfert. Alors, Monsieur le Ministre, on sait que ce chantier sur la décentralisation est très urgent, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'a pas été prévu par le plan d'accélération de la transformation. Est-ce que vous n'êtes pas seul dans ce grand projet de la décentralisation? Oh non, certainement pas. C'est vrai que les choses vont toujours en le précisant, mais cela va sans dire que toute cette batterie de textes de transformation ne peut pas effectivement se mettre en route
sans le transfert effectif des compétences de l'État vers les collectivités locales. Parce que accélérer la transformation, c'est aussi arrimer les collectivités locales au développement économique. Oui. D'accord. Ouais. On va aborder donc le deuxième axe, Monsieur le Ministre, les mécanismes de financement des collectivités. Avec vous, Marielle. La décentralisation a certainement un coût, Monsieur le Ministre. Ça coûte combien pour arriver à atteindre tous les objectifs que vous vous êtes escomptés? Difficile de le dire comme ça. La décentralisation coûte cher. Difficile d'évaluer parce qu'il faut d'abord qu'on arrive à identifier les services qui vont être effectivement transférés. Oui. Toutefois, le législateur a prévu une disposition. D'abord, au sein des collectivités locales, nous avons le budget traditionnel. Ensuite, la loi organique prévoit un fonds de péréquation de collectivités locales qui viendrait financer les investissements locaux. Et enfin, la loi sur le transfert de compétences, sur les modalités de transfert, a identifié, en plus du fonds de péréquation, le fonds d'initiative départementale comme étant l'une des sources de financement de la décentralisation, le FID. Et justement, par rapport à ce FID, Monsieur le Ministre, où en est-on? Le président l'avait annoncé en 2017, 2018, il est allé jusqu'à Franceville pour le lancer. On a entendu parler de 48 milliards. Est-ce que ces 48 milliards existent encore ou est-ce qu'ils ont déjà commencé à être exécutés puisque la décentralisation, on le voit, elle se met à peine en marche? Je voudrais simplement signaler à ce propos que le FID, lorsque le président de la République l'a lancé, il a défini les modalités de son fonctionnement. Il s'agissait dans cette assertion-là d'un fonds mis à la disposition des gouverneurs et des préfets, donc d'un fonds mis à la disposition des autorités déconcentrées. Et en tant que tel, il m'est difficile de faire le bilan puisque moi, je m'occupe de la décentralisation. Par contre, depuis l'adoption de la loi sur les modalités de transfert, oui, le Parlement a fait du FID désormais une ressource qui va financer les collectivités locales. Et à partir de ce moment, une fois que les services seront transférés, nous pourrons très bien vous faire le rapport de son utilisation. Toutefois, sans pour autant être le ministre du budget, je voudrais signaler qu'une dotation budgétaire ne dure qu'une année. J'allais vous poser justement la question aujourd'hui. Quels sont les rapports que vous entretenez avec le ministre des Budgets, pas personnel, mais sur le plan de la mise en œuvre de la décentralisation et aussi le ministère de l'économie certainement et même celui de la fonction publique? Nous sommes une équipe solidaire, une équipe dont la vision est tracée par M. le Président de la République et dont la conduite est assurée par Madame le Premier ministre, chef de gouvernement. Donc, quels sont nos rapports? C'est des rapports de cohésion, des rapports de complémentarité dans la mise en œuvre de ce grand chantier. Est-ce que le risque n'est pas que le ministère de la décentralisation n'ait pas une task force dans le PAT et que ce ne soit pas prioritaire dans les propositions que vous leur ferez à ces ministres, vos collègues? Nous sommes un ministère aux actions éminemment transversales. Donc à partir du moment où nos collègues sont associés, nous nous y trouvons de fait. Ouais. Donc il n'y a aucun risque de dissonance. Et faut-il le dire que la décentralisation est un processus irréversible. Lorsqu'on s'engage, on ne peut plus reculer. Passons au troisième axe, cohésion et développement des territoires. Marielle. Alors, Monsieur le ministre, comment vous envisagez le développement, concrètement le développement des territoires? Je voudrais d'abord signaler que nous passons d'un concept d'aménagement du territoire à un concept de développement des territoires. Et qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la prise en compte de la réalité. Le territoire gabonais est fait d'une diversité. Je la vois déjà aux images que vous avez derrière vous. De très beaux panneaux d'ailleurs. Oui. Nous avons, chaque partie du territoire du gabonais est une particularité déjà. Et au sein de chacun de nos territoires, comme on le dit en décentralisation, on peut localiser, détecter des atouts qui permettraient à ce territoire de s'arrimer véritablement dans le développement du pays. Pour l'instant, force est de constater que le pays est tiré par 4 zones essentiellement. L'estuaire avec Libreville, le Goué maritime avec Port-Gentil, le Haut-Ogooué avec la zone minière de Moanda, oui, et aujourd'hui Mouila avec Olam. Donc vous avez un peu les autres provinces, les autres localités qui apparaissent comme des points d'inertie, oui, et qui ne participent pas véritablement à la formation du produit intérieur brut. Alors, par la politique de cohésion, il s'agit d'harmoniser le développement. Il s'agit d'aller chercher dans chacun des territoires
un atout qui lui permettrait d'être plus actif dans la formation du produit intérieur brut. Monsieur le ministre, on le fait comment et quand? Et on le fait avec quelles ressources, puisqu'on a dit que vous n'êtes pas prioritaire dans le PAT? Madame, le développement en soi, c'est déjà un phénomène cumulatif sur le temps. Donc dire comment et quand, c'est aller vite en besogne. On le fait d'abord en planifiant les actions. On le fait ensuite en mettant en œuvre un certain nombre d'activités. On le fait en... Par exemple, peut-être prendre des exemples, parce que pour les populations qui nous regardent, on a l'impression que la décentralisation, ça concerne juste les politiciens et pas les populations. Parfaitement. Quel type d'action alors, monsieur? Alors je prends le cas d'un coin comme Mékambo. Oui. Je parle de Mékambo parce que le rapport sur la pauvreté disait de Mékambo que c'était l'un des coins les plus reculés du pays. Effectivement. Mékambo dispose de l'or qui peut donc permettre à Mékambo d'être un département riche. Il faut apporter quoi? La route. Il faut apporter quoi? Les infrastructures qui permettent à Mékambo d'être relié au pays. Et il faut apporter des éléments d'aménagement du territoire qui permettraient à une entreprise de s'installer. Ce n'est pas encore le cas. Est-ce que c'est dire que si vos collègues du gouvernement ne font pas leur travail, la décentralisation ne sera qu'une vue de l'esprit? Il ne faut pas le prendre comme ça. Il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut dire plutôt que nous aussi, à la décentralisation, nous devons jouer notre partition en mettant à la disposition de nos collègues des plans de développement locaux. Et vous avez commencé à le faire? Et nous allons commencer à le faire. Quand? Quand nous allons mettre en place notre administration définitivement. Je vous rappelle que le ministère ne date que de 2019 et qu'en 2 ans, nous avons déjà une grande production. On vous le souhaite, monsieur le ministre. Mais alors, est-ce que l'aménagement des territoires dépend seulement d'une richesse souterraine, l'or? Vous reprenez l'exemple de Mékambo. Est-ce qu'on ne peut pas voir d'autres secteurs d'activité qui puissent aussi faire en sorte qu'on aménage les territoires, puisque c'est l'expression qui s'y est maintenant? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Mouila. Oui. Mouila est inséré à l'économie du pays par l'agriculture. Oui. Donc j'ai pris l'exemple de Mékambo parce que c'est l'un des coins les moins économiquement avancés du pays. Est-ce que vous avez des propositions de vos collègues, par exemple de la culture, du tourisme, et ainsi de suite? Mais les propositions ne viennent pas au ministère de la décentralisation et elles sont débattues tout le temps au Conseil des ministres. Effectivement, le rôle du gouvernement, le rôle du Conseil des ministres, c'est d'examiner tous ces aspects-là. Ils vous font des propositions, vos collègues, en Conseil des ministres, monsieur? Bien sûr. Oui. Toutes les actions qui sont adoptées au sein de chacun de nos ministères font l'objet d'une discussion en Conseil des ministres. Alors, monsieur le ministre, depuis 2016, les tensions, malheureusement, au Gabon se sont exacerbées. Et je ne vous apprends rien, le climat sociopolitique demeure délétère. Quel message de cohésion à l'ensemble des populations, surtout qu'on approche des festivités du 17 août, qui sont celles de l'indépendance, qui doivent fédérer tous les Gabonais sans distinction d'opinion et d'appartenance religieuse? Alors, la cohésion dont on parle au ministère de la décentralisation n'est pas politique. Elle est essentiellement sociale et économique. J'allais vous dire que à mon avis, la raison fondamentale des dissonances que l'on vit tient à la crise. Parce que lorsque les gens vivent mieux, ils réagissent moins négativement. Donc, en mettant en œuvre une politique rationnelle de développement du pays, en faisant en sorte que les coins qui sont pour l'instant, disons-le un peu comme ça, écartés du développement, intègre le développement du pays, on va créer des richesses, on va améliorer les conditions de vie et on va réduire les tensions. Pour ce faire, il faut créer des voies de communication, monsieur le ministre. Pour ce faire, la route, c'est le facteur numéro 1. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans l'exécution du PAT sur la partie travaux publics, notamment la transgabonaise? Mais dans les travaux publics, il y a des questions d'aménagement de territoire et nous y sommes. Justement, c'est là le lien. Nous y sommes pleinement associés. Oui. D'accord. Monsieur le ministre, on va passer aux questions des populations. Ils ont été quelque peu nombreux. Des étudiants, pour la plupart, qui s'interrogent sur ce que c'est que la décentralisation. On va les suivre ensemble. Vous allez répondre aux questions. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous. Vous avez fait des tournées dans les provinces. Est-ce que la décentralisation est en vigueur? Aujourd'hui, nos villages sont de plus en plus déserts, suite au fait que les jeunes gens se déportent tous vers la capitale pour chercher des meilleures conditions de vie. Quel est l'impact de votre ministère dans la vie des Gabonais lambda? Quel est l'intérêt du gouvernement à mettre en place un ministère de la décentralisation dans ce pays? Je suis étudiant à l'université Omar Bongo
nous avons des petites difficultés dans la compréhension de la décentralisation, comment cela fonctionne, comment devrions-nous comprendre l'objet de ce poste ministériel dont vous avez la lourde responsabilité. Alors, Monsieur le ministre, vous avez écouté vos jeunes compatriotes et c'est le moment d'y répondre. Déjà, le point de vos différentes tournées. On vous a vu un peu dans plusieurs provinces. Combien de provinces déjà, Monsieur le ministre? On en a fait 4. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui ressort? Il ressort que s'il fallait organiser cette tournée, nous le referions. Il ressort que le travail que nous faisons, qui était un travail de laboratoire, n'était pas encore bien connu et perçu par les présidents de collectivités locales. Nous leur avons exposé ce qui a déjà été adopté et qui fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que par le passé et que les choses sont vraiment sur les rails. Alors, est-ce qu'avec la décentralisation, ne court pas également le risque de rendre un maire tout puissant, un maire d'une de ces localités à l'intérieur du pays, au détriment de l'administration centrale? Vous savez, la décentralisation, c'est quoi? C'est l'État qui décide de confier certaines de ses prérogatives aux collectivités locales pour rapprocher les services des populations et pour que les collectivités locales deviennent des entités économiques capables de créer des emplois, de créer de la valeur à l'intérieur du pays et capables de contribuer à la résorption du chômage. Quand on regarde... l'État, pour le faire, transfère des services, transfère des ressources humaines, transfert de moyens financiers, mais garde le contrôle à travers la tutelle. Donc, on ne saurait avoir un maire tout puissant, parce que tout au long du fonctionnement des collectivités locales, il y a, comme pendant du principe de libre gestion des collectivités locales, oui, il y a le principe de la tutelle de l'État. À tout moment, les délibérations sont soumises à la tutelle pour approbation. Parlons des ressources humaines. Quel sera le profil, Monsieur le ministre, d'un président d'un conseil départemental? Vous garderez les mêmes ou vous ferez attention? C'est l'une des questions qui reste à l'étude, le statut de l'élu local. Oui. Alors, vous mettez le pied dans le plat. Puisque c'est le suffrage universel qui emmène le président à la tête du conseil. Oui. Doit-on limiter l'effet du suffrage universel en mettant des critères? Nous y réfléchissons et vos contributions seront les bienvenues. Parce que comment vous voyez la chose, Monsieur le ministre? Je ne peux pas déjà vous donner mon point de vue personnel. Je vous donnerai le point de vue du ministère une fois qu'il sera élaboré. Encore qu'on remarque qu'il y a plusieurs pays dans la sous-région où la décentralisation est déjà quand même bien avancée, notamment au Cameroun. Voilà. Est-ce que vous avez également fait référence à ce genre de pays pour mettre en place la décentralisation? Nous nous appuyons énormément sur l'exemple camerounais. Le Cameroun utilise beaucoup des hommes de science, Monsieur le ministre. Ils sont en avance, il faut les reconnaître. Ils vivent les mêmes réalités physiques, sociologiques que nous. Et donc, il sera plus facile d'adapter un exemple qui vient d'un milieu qui nous est totalement voisin. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'un fonctionnaire puisse accepter d'aller travailler à Mekambo, n'ayant pas toutes les conditions de vie réunies dans ce coin? Normalement, le fonctionnaire n'a pas à choisir. Il est affecté pour les besoins de service et il est appelé à service. Et si on n'a pas développé Mekambo, il est appelé à service partout où besoin est. Est-ce qu'on ne va pas aller vers une fonction publique locale? Alors, l'autre question, justement, de la décentralisation, c'est de définir la fonction publique locale. La fonction publique locale, c'est l'ensemble de ces techniciens fonctionnaires qui vont servir au sein de nos collectivités locales. Qui seraient originaires de chaque localité, non? Forcément? Non, pas forcément. Oui. Pas forcément. Il faut maintenant étudier, c'est des fonctionnaires, mais comment seront-ils gérés? Quel sera leur statut? Ça, c'est la question qui est à l'étude en ce moment. C'est les deux ou trois petites choses qui restent à faire. Mais pour l'instant, nous pensons que, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui rongent leurs freins ici, à la capitale, il faudra, dans un premier temps, que le ministère de la fonction publique mette à la disposition des collectivités locales les ressources humaines qui sont à foison ici à Libreville. Alors, Monsieur le ministre, peut-être pour revenir sur ce que vous aviez... Mais il y avait les questions des étudiants. Oui, j'allais revenir sur ces questions. Voilà l'impact de votre ministère dans la vie des populations. Alors, c'est un impact qui sera, à mon avis, très grand, parce que le but de la décentralisation, c'est de rapprocher le service de l'utilisateur. Pour l'instant, les services sont gérés depuis la capitale et parfois depuis les capitales provinciales. Et vous voyez, oui, plus il y a la distance,
plus il peut y avoir un temps entre l'expression du besoin et sa satisfaction. Si le service est au plus près de celui qui exprime le besoin sera vite satisfait et le monsieur sera, ou la dame sera plus vite satisfaite. Donc je pense que ça va améliorer l'efficacité du service public, ça va améliorer la satisfaction des usagers du service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de partir de Dienga pour Mwanda ou Kulamutu pour se faire légaliser un acte de naissance? Ça veut dire effectivement qu'on n'aurait plus besoin de parcourir des kilomètres pour légaliser un acte de naissance, pour toucher un chèque. Toucher un chèque, c'est un service financier privé. D'accord. Voyez, donc la décentralisation ne s'applique pas aux structures privées. C'est bien de le préciser. Par contre, quand la décentralisation va favoriser la création des activités économiques au plan local, en ce moment, les institutions financières pourront s'installer en étant convaincues qu'elles vont avoir des clients. Vous me direz que ce n'est pas de votre faute, mais Kulamutu n'a toujours pas de banque. Les fonctionnaires sont obligés de se rendre à Mwanda pour toucher leur salaire. Mais je suis en train d'expliquer qu'une fois que la décentralisation sera effective et que l'on pourra avoir à Kulamutu des unités de transformation alimentaire, des unités de transformation du bois. D'ailleurs, vous le savez, qu'il y a déjà un port sec à la Sourville. Oui. Il y a déjà une zone économique spéciale à la Sourville. Et je suis convaincu que dans un proche avenir, vous allez voir des banques qui vont s'installer dans la zone. Vous êtes très bien informé. Il y avait également ces questions sur l'intérêt du ministère, mais qui rejoignent un peu la précédente question. Peut-être pour terminer avec ces questions des populations, Monsieur le ministre, rassurer quand même les populations qui, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, attendent de leur vœu la décentralisation et ne voient pas toujours clair. Est-ce qu'on va y arriver d'ici à 2023 ou est-ce qu'il faudra encore attendre 10 ans, 20 ans? On y est presque. Et ça me permettra de répondre à la question de l'étudiant qui demandait en quoi consiste le fonctionnement de la décentralisation. Exactement, oui. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, des commissions provinciales se réunissent sous le contrôle du gouverneur et examinent leurs besoins en service. Je prends un exemple. La commission va établir que ce serait bien que dans chaque collectivité locale, il y ait un service d'agriculture. Je prends un exemple. Ensuite, les dossiers, donc l'expression de besoins qui partent de la base, c'est-à-dire des collectivités locales qui se retrouvent autour du gouverneur, ces expressions de besoins sont remontées au niveau du ministère chargé de la décentralisation. Nous réunissons un comité technique. À ce comité participent les directeurs généraux intéressés par les services sollicités. Oui. Et un certain nombre de directeurs généraux qui sont, par exemple, le directeur du budget, obligatoirement associés, intéressés. Et ces directeurs généraux, les techniciens, réfléchissent et montent donc des dossiers qu'ils soumettent à la Commission nationale de la décentralisation, présidée par Madame le Premier ministre. Oui. C'est cette commission qui va préparer donc les textes, les arrêtés, les décrets. Il y a un agenda, des dates arrêtées déjà, Monsieur le ministre? Il y a un agenda prévu. D'accord. Mais c'est là où j'arrive. Nous attendons certainement dans le trimestre, la nomination des acteurs chargés de mettre en œuvre ces structures-là. Surtout que vous devez achever votre tournée nationale. Notamment le secrétaire permanent de la décentralisation. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un lien entre décentralisation et élection? Non. Il n'y a pas de lien avec 2023. Direct. Il n'y a pas de... Non. La décentralisation, c'est une politique publique qui va accompagner la démocratie. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les services sont gérés par l'administration centrale. L'administration centrale est occupée par des fonctionnaires nommés par le pouvoir. Les services qui seront transférés seront gérés par des administrations élues. Le maire est élu, le président du conseil est élu. Donc, ça favorise la démocratie. Ça n'a aucun caractère strictement politicien. Vous venez de répondre à une question que se posent beaucoup de Gabonais. Pourquoi c'est maintenant qu'on accélère la décentralisation? Mais parce qu'il faut qu'on accélère la démocratisation du pays. Et les Gabonais vous écoutez, vous disent merci. Merci Marielle d'avoir apporté les questions de vos compatriotes. On va passer à la seconde partie, réservée au débat, face à face avec un de vos compatriotes. D'accord. C'est parti. Bonsoir, Monsieur Karl Joff Oyomi, bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en développement local et gouvernance territoriale, expert membre de la MCCA, mission du Conseil de consultants africains basé à Dakar au Sénégal. Vous avez suivi la première partie avec beaucoup d'attention, vous avez plusieurs questions, je peux voir.
à adresser à M. le ministre. Le débat est ouvert. C'est un face-à-face. Adressez-vous à M. le ministre. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. C'est un plaisir de partager avec vous. Oui, Monsieur le ministre, nous allons sans tarder passer à quelques questions. Concernant le transfert de compétences, généralement, on a constaté dans toutes les politiques de décentralisation qu'après un transfert de compétences, il y a un mécontentement du côté des collectivités locales qui sont confrontées à un problème de la gestion des compétences qui leur sont transférées, notamment un problème de finances, un problème de ressources humaines. Est-ce que vous pensez que dans le cas du Gabon, est-ce qu'on ne sera pas confronté aux mêmes réalités? Non, mais dans le cas du Gabon, ces goulots d'étranglement ont été prévus et des solutions ont été préconisées. Pour ce qui est des ressources humaines, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en train de réfléchir à une fonction publique locale. Mais en attendant d'arriver à la fonction publique locale autonome, nous avons plein de cadres qui sont dans l'administration centrale et qui vont se retrouver désœuvrés lorsque les services seront transférés aux collectivités locales. Et donc, il a été prévu de mettre à la disposition des collectivités locales ce personnel. Sur le plan financier, il y a deux sources principalement qui ont été prévues pour financer le développement local. La première source, c'est un établissement public dénommé Fonds de péréquation des collectivités locales qui viendra appuyer les besoins en financement. La deuxième source, c'est le Fonds d'initiative départementale qui, lui aussi, selon la loi qui fixe les modalités de transfert, vient financer le processus de décentralisation. Maintenant, il faut attendre de mettre en œuvre ces dispositions pour les évaluer. S'il y a des insuffisances, bien, on avisera. Monsieur le ministre, on a également constaté que, disons, c'est pas constaté, c'est un constat que l'on fait dans notre pays, par exemple. On se rend compte que les mairies, les collectivités locales sont souvent des endroits où certains élus satisfont, n'est-ce pas, leurs promesses électorales, par exemple, et elles deviennent de plus en plus obèses. Est-ce qu'un travail a été fait au préalable pour pouvoir bien amorcer le transfert de compétences? Parce que la plupart des financements qui sont donnés, c'est-à-dire transférés à la mairie, on a constaté également que la plupart de ces financements vont pour le paiement des salaires. Et tout à fait. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un problème lorsqu'il y aura transfert de compétences? Les élus locaux nous prendront pas cet argent, nous y avons pensé, payer, nous sommes tenus par le temps, c'est pour ça que je voudrais vous dire. Nous y avons pensé. Nous avons mis en place des organigrammes types pour les collectivités locales. À chaque type de collectivité locale, il y aura un organigramme pour que les maires, les présidents des conseils ne se mettent pas à recruter leurs partisans. Ensuite, nous avons préconisé une grille d'emploi pour les collectivités locales. Donc, les collectivités sont suffisamment encadrées pour ne pas trop sortir et faire ce que nous constatons aujourd'hui, effectivement. Allez, on poursuit. On poursuit. Monsieur le ministre, il y a également une question qui me tient à cœur, c'est de savoir pourquoi la décentralisation dans notre pays. Est-ce réellement, tout simplement pour rentrer dans le cadre de la bonne gouvernance, ou est-ce une réelle volonté une réelle volonté de reconfiguration du modèle de développement et de gestion publique? Ce n'est pas vous, spécialiste de la décentralisation, que je vais vanter les mérites de la décentralisation. Vous pouvez le dire aux téléspectateurs. Nous voulons le législateur, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndima, pour qui la décentralisation n'est pas une option, mais une nécessité, a compris qu'il faut apporter un développement uni, harmonieux du pays. Voyez-vous, notre pays est développé de manière disparate. Et pour dire vrai, il y a des endroits qui sont des parents, des véritables moutons noirs du développement. Et donc, pour le président de la République, la décentralisation, c'est la manière d'amener le développement au plus profond et d'améliorer le service public tel qu'il est rendu aux citoyens. Ensuite, vous voyez, je prends l'exemple de l'école.
le bon enseignant aura du mal à se rendre chez moi à Boumi. Oui. J'y étais. Voilà. Alors qu'avec la décentralisation, on peut faire en sorte qu'à Boumi soit doté de bonnes voies de communication, de bonnes voies de communication, c'est aussi l'Internet, la fibre optique, qui permettrait même, depuis Aboumi, de suivre des téléenseignements, par exemple. Nous sommes un pays dont le chiffre de la population est faible, mais qui est un pays suffisamment dense, large. Donc, il faut utiliser des méthodes qui permettent d'apporter la meilleure satisfaction aux usagers, aux citoyens, là où ils sont implantés, et que la distance du lieu d'implantation par rapport à Libreville cesse d'être un handicap. Donc la décentralisation, ce n'est pas un gadget, c'est une nécessité. Ce n'est pas un effet de mode, on ne copie personne. Voilà. Monsieur le ministre, j'ai une question au sujet de la déconcentration. Est-ce qu'un travail préalable a déjà été fait pour l'évaluation de la déconcentration? Est-ce que nous ne mélangeons pas les genres? Parce que vous vous adressez au ministre chargé de la décentralisation et non de la déconcentration. Mais il y a l'administration centrale dedans aussi. Le moment venu, oui. Nous, sur les points où nous consentons une nécessité de déconcentration, notre devoir, c'est de nous rapprocher de nos collègues du ministère de l'Intérieur pour évoquer la question. Il ne nous appartient pas à nous de l'évoquer. D'accord, on poursuit. Justement, ça sera important parce que après le transfert des compétences, la déconcentration, donc les départements ministériels, les collectivités locales devront à un moment donné se mettre ensemble. Oui, s'unir, oui. Oui, mais ça c'est plutôt des aspects de coopération. Et justement. Voilà. Et ça aussi, c'est prévu. Oui. Nous prévoyons dans notre dispositif un conseil, une sorte de conseil qui s'occuperait de la coopération décentralisée. D'accord. Puisqu'il ne peut pas y avoir, coopération entre deux collectivités locales, oui. Mais aussi coopération entre une collectivité locale nationale et une éventuelle collectivité locale de l'extérieur. Oui, monsieur. Et quels sont les moyens qui ont été donnés aux collectivités locales au-delà du FID, au-delà de tous les fonds que vous avez évoqués, qui leur permettent, n'est-ce pas, de contracter des fonds à l'extérieur du pays, dans le cadre de la coopération décentralisée, justement? Mais justement, nous sommes un ministère en train de mettre en place les politiques publiques. Donc, nous n'avons pas encore un vécu, parce que vous parlez de moyens qui ont été donnés. Oui. Mais je vous dirais que nous sommes en train d'examiner les dispositions. D'ores et déjà, vous retenez qu'une collectivité locale est une personne publique capable de contracter des emprunts. Maintenant, il faudra, dans le cadre de l'organisation financière qui est en train d'être réfléchie, mettre des dispositions pour rendre cela effectif. On poursuit, monsieur. Suivant la partie. Monsieur le ministre, et qu'en est-il de la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire la fonction publique locale? Est-ce qu'il y a un texte qui essaie de cadrer, justement de cadrer la fonction publique locale au niveau des collectivités locales? Je vous disais, il y a un travail qui se fait sur la fonction publique locale pour voir, puisqu'il y a le sacro-saint principe de la libre gestion des collectivités locales. Mais nous sommes au début de notre processus. Et au début de notre processus, pour déclencher le mouvement, nous préférons passer d'abord par la mise à disposition. C'est-à-dire qu'il y aura des fonctionnaires qui vont être affectés et mis à la disposition des collectivités locales. En attendant qu'on aboutisse la procédure de mise en place d'une totale fonction publique locale autonome. Vous savez que nous avons une fonction publique générale pléthorique, oui. Et qu'au lieu d'envoyer ces gens-là à la mer, ils vont même les recycler dans les collectivités locales. Comment ça va fonctionner, monsieur le ministre? Ça veut dire quoi? On aura dans la capitale provinciale des services de la fonction publique qui vont se charger d'affecter, de recruter? Non. Les collectivités locales vont exprimer leurs besoins en ressources humaines. D'accord. Et nous allons nous rapprocher du ministère de la fonction publique pour que ces ressources, qui sont ici en abondance, soient mises à la disposition des collectivités locales pour gérer les services qui seront transférés. Ça marche pour le moment avec les policiers, les gendarmes, les militaires. Et par la suite, j'espère qu'en ce moment auront abouti les réflexions sur la fonction publique locale. Peut-être qu'on pourra arriver à un point de rupture totale où ces gens mis à disposition seront totalement reversés dans la fonction publique locale. On peut poursuivre. Monsieur Yomi. Oui, qu'en est-il, monsieur le ministre, du développement des villages, la zone rurale? Est-ce que la décentralisation va également atteindre ces zones qui apparemment
sont laissés pour compte? Alors, vous posez là une question intéressante. Le village, c'est l'unité de base du conseil départemental. Oui. En fait, le conseil départemental est une région, comme disent les autres. Et donc, on ne peut pas concevoir le développement d'un conseil départemental sans concevoir le développement du village. Et pour la petite histoire, la toute première loi organique identifiait le village comme étant une commune rurale. Cela n'a pas pu prospérer parce qu'il aurait fallu mettre dans chaque village une administration. Oui. Vous voyez le coût que ça ferait en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières. Mais toujours est-il que le constat aujourd'hui, c'est que le village est une entité sans territoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'autour du village, le village c'est un point. Oui. Et rien n'est organisé pour que le village dispose des limites géographiques. Oui. Les villages c'est des points et puis plus rien. Alors, notre travail va consister aussi à redéfinir dans le cadre de la cohésion et du développement des territoires le territoire du village. Elle se dit que nous allons pouvoir assister à une certaine revitalisation des villages. C'est l'objectif. J'ai fait une étude, notamment dans la province du Haut-Ogooué, et j'ai constaté que beaucoup de villages qui existaient depuis de longues dates ont disparu entre 2000 et maintenant. Tout à fait. Et si l'on ne fait rien, j'ai l'impression... Alors, est-ce que la décentralisation a aussi pour objectif de freiner l'exode rural? Mais bien sûr. Mais alors, demandons-nous pourquoi il y a l'exode rural. Parce que les villages n'offrent pas de perspective aux personnes valides. Et ces personnes, donc, se retrouvent en ville, soit pour chercher du travail, soit pour chercher du bien-être. Le cinéma, l'école, l'hôpital. Alors, si nous voulons renverser le mouvement, il faut, apporter des activités économiques à l'intérieur du pays. 2, apporter le bien-être à l'intérieur du pays. Et je vous ai dit que le but de la décentralisation, l'un des buts de la décentralisation, c'est d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur. Oui. Oui. Et de faire des villages de véritables relais de développement ruraux. Nous sommes l'un des rares pays où c'est la capitale qui nourrit l'intérieur du pays. Et ça ne peut pas continuer. Et comment concrètement ce développement devrait s'organiser sur le terrain, monsieur le ministre? Vous le savez, il faut concevoir des plans de développement ruraux. Est-ce que les collectivités locales en ont des compétences? Le ministère de la décentralisation est le conseiller des collectivités locales et il est en charge de ces aspects-là. C'est-à-dire qu'en relation avec les collectivités locales, nous allons élaborer les plans de développement locaux. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a quand même des départements qui ont des plans de développement locaux? Je pense bien, oui. Mais nous sommes dans une période de réforme totale. Nous avons changé d'orientation. Je suis peut-être un peu en avance, mais bon. Voilà. Nous partons du concept d'aménagement du territoire au concept de développement des territoires. Nous avons pris en compte le fait que les choses pilotées depuis Libreville donnent une image un peu grossissante. Oui. Il faut aller au plus près pour prendre dans chaque localité les particularités locales. C'est ça qui fait la cohésion nationale. Quand chacun, dans sa particularité, se sent pris en compte, il se reconnaît comme étant membre d'une collectivité nationale. Monsieur le ministre, il revient à qui, à quel département ministériel d'attirer les investisseurs, les promoteurs de services dans les localités? Je veux dire, c'est un travail que tout le monde peut faire au sein du gouvernement. Oui. Chacun dans son domaine de compétences. En ce qui nous concerne, si effectivement les collectivités locales sont actives, oui, elles vont attirer les investissements. Et notre rôle, c'est de les rendre actives en leur conférant des compétences, en leur mettant à disposition des personnels, en leur mettant à disposition des moyens de financer leurs activités. Est-ce que les villages du Gabon sont prêts à accepter le développement? Est-ce que vous connaissez un seul village? Est-ce que vous connaissez un seul village qui refuse le développement? Monsieur le ministre, est-ce qu'ils préfèrent rester dans leurs conditions de vie? Mais ils demandent tous qu'il y ait l'eau, l'adduction d'eau. Ils demandent tous qu'il y ait le courant. Ça, c'est la moindre des choses, monsieur le ministre. Donc, ils vont tous accepter le développement. Tout développement ne vient pas pervertir nos cultures, nos us et coutumes. Oui. Le développement ne doit pas être comme étant quelque chose une excroissance, un cancer qui vient dans un corps nouveau. Non, le développement doit s'intégrer dans le milieu naturel. Mais vous savez que les villageois, entre guillemets, préfèrent ne pas avoir la route bitumée, mais qu'avoir plutôt la route en terre. Mais apportons-leur d'abord cette route en terre.
et donnons aux collectivités locales la possibilité de gérer leurs routes départementales, par exemple. Monsieur le ministre, vous savez bien le fond de la question. Hein. Pardon, monsieur Yomi. Est-ce que vous pensez que les villages du Gabon vont accepter d'avoir des grands hôpitaux, des grands parcs d'attractions? Mais est-ce que le rôle de... Est-ce que c'est même objectif d'apporter un grand hôpital à un village? Il s'agit d'apporter au village une unité de soins qui permette aux villageois de vivre en santé. Oui. C'est améliorer l'équipement des dispensaires. Ah, mais ça, il faut le dire. Il ne s'agit pas de viser un grand développement puisqu'on veut mettre un terme à l'exode rural. L'exode rural, ce n'est pas en ayant un simple dispensaire qu'on va accepter de rester au village, monsieur le ministre, quand même. C'est toute une politique. Je dis qu'il faut que les jeunes qui sont dans la localité puissent trouver des emplois. Si ce n'est au village, mais c'est à proximité. Au moins, ils n'iront pas chercher à des milliers de kilomètres. Ensuite, ils sont comme nous, ils font des enfants qu'ils ont besoin de scolariser, qu'ils ont besoin de soigner, qu'ils ont besoin qu'ils aient aussi des activités ludiques. Et ça, on peut apporter au village sans perturber la quiétude du village. Oui, mais rester au village et freiner l'exode rural, ça reste quand même... Allez-y, monsieur Yomi. Il y a souvent eu un problème avec le développement. L'État étant... l'État central, disons, nous sortons d'un contexte de centralisation du pouvoir et à un contexte de décentralisation du pouvoir. Est-ce que l'État continuera-t-il à impulser le développement ou nous allons beaucoup plus assister à une démarche dite participative, bottom-up, oui. C'est-à-dire de la base vers l'État central? Oui. Alors, comment les choses vont s'organiser concrètement? Est-ce que les populations vont décider de leur développement ou est-ce l'État qui va encore, une fois de plus, imposer Non, je pense que chacun est dans son rôle. D'abord, je vous fais remarquer que désormais, les maires, les présidents de conseil sont élus par les populations sur la base d'un programme qu'ils, normalement, proposent. Donc, il y a une bonne dose de développement qui est impulsée de la base. C'est pour ça que l'État veut maintenant donner davantage de pouvoir aux structures de base que sont les collectivités locales pour qu'elles impulsent le développement de la base. Mais l'État garde son rôle régulateur, vous le savez bien. Bien sûr. Chacun regarde ses intérêts. C'est la seule personne qui regarde les intérêts de tout le monde, c'est l'État. Là où se joue le jeu de la gouvernance, voilà. Justement. Monsieur le ministre, qu'en est-il des organes de la décentralisation? Parce qu'apparemment, la politique de décentralisation, pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut que les organes de la décentralisation... La loi prévoit au Gabon 3 types d'organes. Un organe provincial, un organe technique au sein du ministère de la décentralisation, enfin, piloté par le ministère de la décentralisation, et un organe de décision qui est la Commission nationale. Tous ces documents sont déjà prêts. Nous attendons d'un moment à l'autre la nomination du secrétaire permanent de la décentralisation qui va déclencher la mise en œuvre des commissions provinciales, le fonctionnement du comité technique et donc le fonctionnement de la commission nationale. Donc ces organes sont déjà conçus, les textes sont élaborés, adoptés. Nous attendons maintenant une phase où on va désigner les individus qui vont les animer. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que si vous changez de département ministériel, avec tout le travail et les efforts que vous menez, ce projet va se poursuivre? Est-ce que vous pensez qu'on doit personnifier comme ça les choses? Si le projet ne se poursuit pas, c'est que j'ai mal travaillé. Le but d'un ministre, le ministre est un serviteur, c'est de servir et de transmettre. Si ce que vous avez fait est incapable d'être transmis, c'est que vous n'avez pas fait du bon travail. D'accord. Monsieur Yomi, peut-être vous avez encore quelques questions. Il arrive souvent qu'on mette en place une politique publique et lorsque celui qui a impulsé cette politique n'est plus là, on a constaté qu'elle est tout simplement... Ça, c'est des procès d'intention. Mais non, c'est juste un constat. Je pense que moi, j'appartiens à un gouvernement. Je ne suis pas un cabinet conseil. Je suis le membre d'un gouvernement. Le gouvernement a un chef qui veille à l'évolution des dossiers. Donc, quelle que soit la personne qui a la tête du ministère, le chef saura recadrer les choses. On espère bien, monsieur le ministre. Monsieur Yomi, peut-être encore 2 questions pour finir. J'ai une question, justement, je vais revenir sur les comités disons, les organes de la décentralisation. Oui. Monsieur le ministre, vous parliez de l'organe, je crois, la commission technique, le comité technique. Il y a d'abord à la base, tout doit partir de la base.
À la base, il y a la commission provinciale. Oui. Elle réunit les collectivités locales d'une province autour du gouverneur. Les collectivités examinent leurs besoins en services à transférer, parce qu'il ne faut pas que ce soit du cosmétique. Et elles renvoient leurs dossiers au niveau du comité technique. Le comité technique fait quoi? Fait en sorte qu'il y ait une harmonisation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir la mairie de Mabanda qui demande un truc et la mairie de X. Non. Si on a besoin d'un service départemental, des routes par exemple, il faut que ça soit implémenté dans toutes les collectivités locales. Vous voyez? Et donc, le comité technique va faire ce travail technique avec les différents techniciens des différents ministères. Et c'est ce travail technique qui va conduire à l'adoption des textes. Et l'adoption des textes, c'est le travail de la Commission nationale de la décentralisation qui est pilotée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre en place un dispositif qui va réunir toutes ces compétences? Un exemple, nous avons vu qu'au Sénégal, justement, par rapport à la progression au processus de décentralisation, ils sont obligés de mettre en place ce qu'ils appellent par les agences de développement, les agences régionales de développement. Oui. Et dans ces agences, en fait, on retrouve presque toutes les compétences et fonctionnent comme des bras techniques des collectivités locales. Donc, dans le cadre de la planification, diagnostic de territoire, là, vous êtes déjà dans le fonctionnement quotidien des collectivités locales. Il anticipe, monsieur le ministre. Il anticipe peut-être bien, mais nous sommes encore dans la mise en œuvre du transfert des compétences. Vous voyez, ces agences-là fonctionnent parce que les collectivités ont déjà un certain nombre de compétences. Et donc, comme elles n'ont pas de compétences en ressources humaines, voilà, elles passent par ces agences qui travaillent pour l'ensemble des collectivités locales. C'est un bon schéma que nous pouvons nous aussi regarder, mais il faut d'abord qu'il y ait un transfert des compétences. Voilà. Monsieur le ministre, on va peut-être finir par là. Monsieur le ministre, s'il fallait résumer, quels sont les services publics qu'une collectivité, qu'un village, qu'un département aura à terme grâce à la décentralisation qu'il n'a pas aujourd'hui? La loi a exclu ceux qui peuvent être transférés. En dehors de tout ce qui concerne la souveraineté, tout le reste est transférable, à condition qu'on ne transfère pas des questions des services de défense, des services de diplomatie, tous les services régaliens de l'État. Donc, quasiment, lorsque vous enlevez ce pan régalien, tout est transférable. Maintenant, on verra. Tourisme, santé, éducation. Voilà. Demain, on peut avoir un bureau de tourisme dans chaque collectivité locale. Pourquoi pas? Pour favoriser le développement de notre pays. Effectivement, c'est important. Ben merci. Merci à vous, monsieur. Monsieur le ministre, c'est la fin de ce numéro de Face à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Karl Geoff Oyomi, à vous aussi, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste en développement local et gouvernance territoriale, expert membre de la MCCA, mission du Conseil de consultants africains. Merci pour vos questions pertinentes qui ont permis d'avoir des réponses aussi pertinentes de monsieur le ministre. C'est la fin, madame, messieurs, de ce numéro. On va se retrouver prochainement. Entre-temps, portez-vous bien. Et s'il le faut, faites-vous vacciner. Bonne soirée.